Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 5 des secrets du droit international. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ce diptyque consacré aux personnes en droit international. Aujourd'hui, encore une fois, on va prendre tout ça sous un angle pratique. Vous avez commis des crimes graves, qu'est-ce que le droit international peut faire contre vous ? Et oui, parce que si vous commettez des crimes, de vous à moi, je ne recommande pas. D'habitude, vous serez poursuivi devant les tribunaux nationaux d'un État. Mais dans les dernières décennies, l'idée s'est développée que certains crimes étaient peut-être trop importants ou trop connotés politiquement pour être jugés devant un tribunal national. Et des cours et tribunaux internationaux ont donc été mis en place pour assurer cette mission. Petit instant histoire d'abord. Cette idée de poursuivre les crimes internationaux est apparue pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu juger les principaux responsables du régime nazi. Le tribunal militaire international de Nuremberg a alors été créé pour juger 24 hauts responsables du Troisième Reich. D'ailleurs, l'un des procureurs de ce tribunal est encore vivant à l'heure actuelle. Il s'agit de l'américain Benjamin Ferencz, qui va fêter ses 101 ans le 11 mars prochain. Et en secret, j'espère très fort qu'il nous écoute. Ben, if you're listening, I'm a huge fan. Enfin bref, en parallèle à ce tribunal a aussi été créé un tribunal à Tokyo pour juger les criminels de guerre japonais. Ces deux tribunaux avaient été formés pour des situations particulières, et ils ont donc par la suite fermé leurs portes une fois leur mission terminée. Après ça, il n'y a plus grand-chose en droit pénal international jusque dans les années 90. À ce moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de mettre en place 2 tribunaux pénaux internationaux pour connaître des situations qui avaient mené à des crimes particulièrement graves. D'une part, le génocide au Rwanda et d'autre part, les guerres qui avaient accompagné l'éclatement de la Yougoslavie. Aujourd'hui, ces 2 tribunaux ont également terminé la mission pour laquelle ils avaient été fondés et ont donc fermé leurs portes. Mais leur création a posé la question de la mise en place d'une instance permanente qui pourrait poursuivre les crimes internationaux. Et c'est ce qui a donné lieu à la création en 2002 de la Cour pénale internationale. Une cour permanente qui a pour objectif de juger n'importe quelle situation de crimes internationaux. À certaines conditions, bien évidemment. Aujourd'hui, il existe encore quelques tribunaux pénaux spécialisés sur une seule situation. Par exemple, les chambres spéciales pour le Kosovo ou les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. Mais c'est essentiellement sur la CPI que l'on va se concentrer aujourd'hui. La CPI, donc, a été établie par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est lui qui établit la Cour et régit son fonctionnement général. Ce qu'il est important de savoir sur ce statut, c'est qu'il délimite la compétence de la Cour. On y reviendra. Mais en règle générale, la Cour n'est compétente que dans les États qui ont ratifié le statut. À l'heure actuelle, ils sont 124 États parties. C'est pas mal, mais il y a encore des exceptions notables, comme par exemple la Chine, la Russie, l'Inde ou les États-Unis. Mais donc, si vous commettez des crimes internationaux, à quelles conditions risquez-vous de vous retrouver devant la CPI ? Premièrement, si vous commettez des crimes graves, il y a beaucoup de chances que vous vous retrouviez devant les tribunaux nationaux d'un État. Parce que c'est eux qui sont les premiers compétents pour juger d'infractions pénales. La CPI obéit à ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Sa mission vise à lutter contre l'impunité et à poursuivre les auteurs de crimes graves si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas les poursuivre. C'est donc toujours les États qui ont la priorité s'ils souhaitent organiser le procès d'un auteur présumé de crime international. Par exemple, c'est ce qui s'est passé lorsque la CPI a connu de la situation en Côte d'Ivoire. Je vous la fais courte, mais suite à des violences qui ont accompagné l'élection présidentielle de 2011, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre 3 personnes. Laurent Gbagbo, le président sortant et qui ne voulait pas sortir, sa femme, Simone Gbagbo, et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Une fois ces mandats d'arrêt émis, la Côte d'Ivoire a dit qu'elle pensait pouvoir organiser une cour d'assises pour juger Simone Gbagbo. La CPI n'a donc jugé que les 2 autres. Donc voilà, principe de complémentarité. Mais si un État ne peut pas ou ne veut pas prendre l'affaire, la CPI pourra être compétente si 3 conditions sont remplies. Une condition rationnée materiae, une condition rationnée personae ou loci et une condition rationnée temporis. C'est du latin, mais on va voir ce que tout ça implique. Premièrement donc, la condition rationnée materiae. C'est la condition matérielle. Pour être poursuivi devant la Cour, il faut que vous ayez commis un crime pour lequel la Cour est compétente. Ces crimes sont au nombre de 4. Le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression.
Le crime de guerre, d'abord, comme son nom l'indique, c'est un crime qui consiste en une violation des règles du droit des conflits armés, essentiellement les conventions de Genève. Le crime contre l'humanité, lui, est défini comme une attaque généralisée ou systématique à l'encontre d'une population civile. C'est une série de crimes graves qui sont listés à l'article 7 du statut de Rome et qui, contrairement aux crimes de guerre, sont plutôt commis hors du contexte d'un conflit armé. Ensuite, le crime de génocide, ça, c'est un peu un crime contre l'humanité plus plus. Un crime grave commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il faut savoir qu'à ce jour, très peu de personnes ont été véritablement condamnées pour génocide, car il est très difficile de prouver cette intention génocidaire dans le chef d'un accusé. Si je compte bien, 6 personnes ont été condamnées pour génocide devant des tribunaux internationaux. 2 devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, 2 devant le tribunal pour le Rwanda et 2 devant les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. Aucun devant la CPI. C'est donc assez rare, mais n'ayez pas peur pour l'impunité. Si l'on ne prouve pas l'intention génocidaire, les actes commis restent quand même certainement des crimes contre l'humanité. Enfin, le dernier crime est le crime d'agression. Ce crime n'était pas inscrit dans le statut de Rome à l'origine, parce que les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur sa définition. En gros, ce crime vise à poursuivre les personnes qui ont organisé une agression. Une agression, c'est donc la forme la plus grave de recours à la force qui est définie dans la résolution 3314 de l'Assemblée générale. Ainsi, par exemple, si la Belgique commet une agression armée sur le Luxembourg, les gens qui ont organisé cette agression en Belgique pourront être poursuivis devant la CPI. Ce crime a été intégré dans le statut de Rome en 2018 par l'amendement de Kampala. Et tous les États parties n'ont pas encore ratifié cet amendement, ce qui pose encore quelques problèmes. Vous verrez, cette intégration tardive fait que le crime d'agression va causer quelques petites exceptions dans les autres conditions de compétence. Après la condition matérielle, on a donc la condition de compétence rationnée personae ou rationnée loci. C'est donc la condition de lieu ou de personne. En effet, l'article 12 du statut prévoit que la Cour est compétente pour, premièrement, tous les crimes commis sur le territoire d'un État partie, et deuxièmement, un crime commis ailleurs par un ressortissant d'un État partie. Autrement dit, si un crime a été commis, il pourra être poursuivi devant la Cour si n'importe qui l'a commis dans un État partie, ou bien si un ressortissant d'un État partie l'a commis n'importe où. Il faut donc au moins un de ces deux liens de rattachement avec un État qui a ratifié le statut. Il y a toutefois 2 exceptions à ça. D'abord, le Conseil de sécurité peut déférer une situation au procureur de la CPI. Lorsqu'il le fait, il n'est pas lié par cette condition et peut l'inviter à enquêter sur n'importe quelle situation, même si elle couvre des États qui n'ont pas ratifié le statut. Le Conseil de sécurité l'a fait 2 fois, pour la situation en Libye et pour la situation au Soudan. Deuxième exception, je vous l'avais promis, c'est l'exception de l'agression. L'article 15 bis du statut prévoit que la Cour n'est pas compétente pour les agressions qui se sont produites dans un État non partie. Pour le crime d'agression, il faut donc impérativement que le crime ait été commis dans un État partie. Sauf évidemment, exception précédente, si le Conseil de sécurité défère la situation à la Cour. Enfin, dernière condition de compétence, la condition rationnée temporis, condition temporelle donc. Il faut que le crime ait été commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome, soit le 1er juillet 2002. En vertu du principe habituel de droit pénal nullum crimen sine lege, la CPI ne peut pas poursuivre les crimes qui se sont produits avant son entrée en vigueur. De plus, pour les États qui ont rejoint le statut plus tard, après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne sera compétente que pour les crimes commis dans cet État après la ratification du statut. Sauf si, éventuellement, cet État fait une déclaration particulière pour étendre la compétence de la Cour, mais jamais avant le 1er juillet 2002. Et puis finalement, elle est là, vous l'attendiez, l'exception de l'agression. Concernant le crime d'agression, la Cour n'est compétente que pour les faits qui suivent la date à laquelle la compétence a été activée, à savoir le 17 juillet 2018. Et en plus, il faut aussi que l'État où s'est produit l'agression ait ratifié l'amendement ajoutant le crime. Et il est sans doute nécessaire aussi que l'État d'où viennent les accusés les ratifie aussi. Bref, avec tout ça, ce n'est pas si facile de poursuivre un crime d'agression pour l'instant. Et voilà donc tout ce qu'on peut dire sur les conditions de compétence de la CPI. Rationné matérié, les crimes, rationné personné et loci, un lien de rattachement avec un État partie, et enfin, rationné temporis, pas avant le
1er juillet 2002. Si toutes ces conditions sont remplies, la CPI pourra donc connaître d'une affaire. La théorie, c'est bien, mais comment tout ça se passe en pratique? Comment fonctionne en fait la procédure devant la CPI? Tout d'abord, l'affaire est introduite. Elle peut l'être de 3 façons. Premièrement, le procureur ouvre une enquête de sa propre initiative. Le bureau du procureur surveille ce qui se passe dans le monde, et s'il voit qu'il y a une situation où la Cour pourrait agir, le procureur peut ouvrir une enquête. Sur ce point, c'est peut-être le moment de noter qu'il n'y a pas moyen de porter plainte devant la CPI. Mais il faut savoir que le bureau du procureur reçoit chaque jour des grandes quantités de courriers de personnes, particuliers ou ONG, qui attirent leur attention sur de potentiels crimes internationaux. Ce n'est pas à proprement parler officiel et on ne sait pas à quel point ça influence le procureur, mais c'est la chose la plus proche qu'on peut avoir de l'alerter sur une situation. Le procureur peut donc ouvrir une enquête de sa propre initiative. Il est aussi possible qu'un État demande à la CPI d'enquêter sur quelque chose qui s'est produit sur son territoire. L'État ne demande pas alors de poursuivre quelqu'un en particulier, mais plutôt d'analyser des choses qui se sont passées. Exceptionnellement, l'État qui demande peut ne pas être partie au statut. Il doit alors, au moment de sa demande, déclarer qu'il accepte que la Cour exerce sa compétence sur son territoire. Enfin, la dernière possibilité, on en a déjà parlé, le Conseil de sécurité peut déférer une situation au procureur. Là, à nouveau, pas de limite concernant la compétence territoriale, le procureur peut demander à la Cour d'enquêter dans n'importe quel pays. Une fois qu'une situation est alors introduite, commence la phase d'enquête. Le bureau du procureur enquête pour voir si des crimes internationaux ont été commis dans la situation concernée. S'il y en a effectivement, la Cour pourra émettre des mandats d'arrêt à l'encontre des personnes qu'elle souhaiterait poursuivre. Toute cette étape est, à vrai dire, assez difficile pour la Cour, parce qu'elle ne dispose d'aucune force de police et repose entièrement sur la coopération des États parties. Quand, finalement, des mandats d'arrêt ont été émis, un suspect a été arrêté et il a été transféré à la prison de La Haye, le procès peut vraiment commencer. Il se déroule en 3 phases. D'abord, la phase préliminaire, où les juges analysent les dossiers présentés par la procureure et la défense pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes ont bien été commis par les accusés. Petite parenthèse, c'est surtout ici, mais ça arrive un petit peu à tous les autres niveaux, que la Cour souffre de son statut international. Car en créant sa procédure, on a essayé d'en faire une qui serait à mi-chemin entre les 2 grandes familles de systèmes juridiques, que sont la common law et le droit romano-germanique. En droit romano-germanique, comme en Belgique par exemple, l'enquête pénale est menée par un juge d'instruction neutre qui enquête à charge et à décharge. En common law, par contre, il n'y a pas de juge d'instruction. Le procureur et la défense enquêtent chacun de leur côté et confrontent ensuite leur dossier. À la CPI, on a mélangé les deux, mais pas très bien. On a un procureur, mais qui doit enquêter à charge et à décharge. Ce n'est pas toujours facile à gérer lorsqu'on est procureur. Et donc si on conclut que oui, il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes ont été commis, les juges de la chambre préliminaire vont émettre un jugement de confirmation des charges. Et alors, le vrai procès pourra commencer dans la chambre de première instance. Ici donc, c'est le vrai procès. On fait venir les témoins, on les écoute, les avocats et les procureurs les interrogent, plaident, etc., etc. Et à la fin, les juges doivent décider, comme on le fait d'habitude en droit pénal, si l'accusé a commis les crimes au-delà de tout doute raisonnable. Il y aura alors un jugement et, en cas de condamnation, un jugement ultérieur pour décider de la peine. Enfin, si on n'est pas d'accord, l'affaire peut être présentée aux chambres d'appel qui, elles, se concentreront sur les questions de droit. Enfin, si l'accusé est condamné à une peine de prison, la Cour cherchera un État partie au statut qui accepte de l'accueillir pour purger sa peine. Toutes ces procédures peuvent durer un certain temps. Entre l'arrestation d'un suspect et le jugement final de condamnation ou d'acquittement, on doit compter en général environ 6 ou 7 ans. Voilà, ainsi donc se déroule une procédure devant la CPI. Et c'est déjà la fin de cet épisode sur le droit pénal international. On se retrouve demain pour un nouvel épisode qui sera cette fois consacré aux sources du droit international. À demain!